Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série Après le film. Le retour. Quoi? Vous m'attendiez pas à ce point-là? D'accord, retour à la formule classique alors. Avatar. Ça faisait longtemps que je voulais faire un sujet sur ce film. Je l'avais vu à sa sortie, et même si j'avais beaucoup aimé la première partie, le film m'avait laissé une impression désagréable. Déjà à cause du méchant, une merveille de subtilité baptisée Quaritch. Ah, Quaritch. Tu voudrais être caricatural, que tu pourrais pas plus. Vous vouliez me voir, mon colonel? Le manque de pesanteur, ça affaiblit. Et si vous êtes faible, Pandora ne fera qu'une bouchée de vous à la première occasion. Quaritch. Pour les hommes. Mais surtout, j'avais l'impression que le film me hurlait sans cesse d'aimer les Na'vi. Alors que ça me semblait évident. Sérieusement, pourquoi? On est plus avec eux que pour eux. Eh ben ça alors, j'ai l'impression que vous avez pas fumé que la moquette là-haut, hein. Tout ça pour quelques arbres à la con. Mais procédons par étapes et faisons un bref retour sur le pitch. Mais avant ça, je rappelle la règle. Si vous regardez après le film, vous avez déjà vu le film. Très probablement vous avez déjà tous vu Avatar, mais je préfère quand même le rappeler. Il vaut mieux avoir vu le film avant parce que je vais le spoiler en long, en large, en travers, ça va être sale. Vous êtes prévenus. Grosso modo, c'est l'histoire de Pocahontas, mais qui ici s'appelle Neytiri. Donc, comme dans Pocahontas, on s'intéresse au point de vue de John Smith, qui s'appelle Jake Sully. Ancien Marines revenu paraplégique de la guerre du futur, Jake est récupéré, littéralement, alors qu'il sauvait la veuve et... la veuve. Dégoûté par la nature humaine, il choisit de fuir la Terre pour s'engager dans une aventure de 6 ans dans l'espace afin de découvrir la planète Pandora. Planète à la végétation luxuriante et sauvage qui excite l'imagination de tous les hommes avides de découvertes et... Non, en fait, il part pour le fric parce que l'argent lui permettrait de remplacer ses jambes. Ce qui est un poil moins téméraire, moins aventurier. Bref, il y va pour remplacer son frère décédé sur le projet Avatar. Une expérience qui lui permet de se télécharger dans le corps d'un Na'vi synthétique spécialement conçu en éprouvette pour lui. Enfin pour son frère, mais enfin pour lui. Il rencontre donc Neytiri, elle l'initie à sa culture, ce qui se résume à apprendre à tirer à l'arc pour chasser, apprendre à se déplacer discrètement pour chasser, et apprendre à monter des ptérodactyles pour chasser. Et évidemment, ils tombent amoureux, mais les méchants blancs américains humains veulent leur pétrole. C'est la guerre. Ils perdent, et se font exterminer. Mais certains survivent pour vivre dans des réserves, où plusieurs générations plus tard, ils font des casinos, après des procès très coûteux, mais heureusement soutenus par des associations de soutien aux minorités. Tout est bien qui finit bien. Ils récupèrent leurs terres et les blancs américains humains peuvent venir jouer au blackjack dans leur désert. Mais en fait non, puisqu'ils sont sauvés par Deus Ex Aiwa, l'esprit de la forêt. Non, pas celui-là. Celui-là. Qui massacre les blancs américains humains. Les blancs occidentaux riches sont priés de se casser, John Smith est devenu John Wayne, mais en bleu, et Pocahontas est contente au mépris de toute vraisemblance historique. Après ce résumé ne contenant absolument aucune mauvaise foi, il me semble qu'Avatar souffre d'un énorme problème. Et je veux bien sûr parler de Quaritch. Non, je déconne. Comme je le disais avant, le film nous hurle d'aimer les Na'vi, à grand renfort de séquences pas toujours très bien senties, et surtout d'un discours naïf et sans finesse. Surtout quand ceux qui représentent l'humanité en face sont... Il y a un indigène qui danse le funk. Il est juste devant madame. Avancez, il se poussera. Allez. Et... vous savez qui. il n'y a rien de tel que le feu pour nettoyer. Je troll pas mal sur Quaritch, mais soyons clairs, Giovanni Ribisi et Stéphane Lang sont très bons. Ils jouent avec engagement et sobriété leurs personnages. Personnages qui ne manquent pas de finesse. En tout cas pour le personnage joué par Ribisi, qui cherche réellement une solution pacifique tout en étant clair sur ses objectifs. Voilà pourquoi on est là. L'unobtanium, c'est la seule raison.
C'est ceux qui financent tout ce projet. C'est ceux qui financent vos recherches. Cette bande de sauvages menace toute notre opération. Alors exercez vos talents et trouvez-moi cette solution. Peut-être est-ce juste une facilité de scénario. S'il n'y a pas de gars comme lui à la tête du projet, comment le projet Avatar aurait pu tenir aussi longtemps? Nonobstant, le personnage n'est pas unidimensionnel. Comme tous les personnages du film d'ailleurs, qui sont globalement bien écrits. Sauf... J'utiliserai d'abord les gaz. Ce sera plus humain. Plus ou moins. Il me semble donc évident que devant ce film, on veut ressembler aux Na'vi. Ils ont des valeurs simples mais belles, et vivent en harmonie avec leur environnement. Peu importe le côté New Age du discours, leur rapport à leur terre est profond et juste. Après, ils sont un peu cheatés, parce qu'ils peuvent même se connecter entre eux. Enfin bon, ça c'est normal, vous me direz, mais admettez que c'est un peu plus clash chez eux, un peu plus romantique. Mais ils peuvent aussi se connecter aux animaux quand c'est pas la nature qui se connecte à eux directement. C'est de la triche façon cinéma, ok. Mais c'est toujours la même chose, qui n'aurait pas envie d'avoir ce type de capacité? Et ça c'est bizarre sur ce film. Parce que le scénario veut te faire croire que John Smith Jake Sully se fout au départ de leur ressembler. Puis, petit à petit, il apprendrait à vouloir devenir comme eux. Seulement, je trouve qu'on peut pas voir ce film en étant en éducation avec le personnage à partir du moment où on a vu les Na'vi. De suite, on a envie de balancer nos corps à la poubelle, de devenir grand, athlétique, bleu, avec des nez et des yeux de chat. Il y a un contraste, un grand écart entre le sens que le scénario développe et les émotions que donnent les images sur ce point précis. Le scénario voudrait qu'on veuille d'abord défendre les humains, puis que, comme Jake Sully, on apprenne à devenir Na'vi. L'idée scénaristique est simple, mais elle est belle et noble. Il s'agit de créer un désir d'empathie pour l'étranger et sa culture chez le spectateur. Mais comme on aime les Na'vi dès le premier coup d'œil, le fil émotionnel du film change. On prend parti naturellement pour les Na'vi. Ce qui est bien, mais c'est aussi confortable et facile. Et surtout, ça demande aucun effort d'empathie en fait. L'exact opposé de ce que le scénario inspiré, au moins de loin de l'histoire de Pocahontas, voulait provoquer. Définition. L'empathie est une notion désignant la compréhension des sentiments et des émotions d'un autre individu, voire, dans un sens plus large, de ses états non émotionnels comme ses croyances. En langage courant, ce phénomène est souvent rendu par l'expression « se mettre à la place de l'autre ». L'empathie est donc un acte difficile. Par nature, il est plus facile de concevoir les choses uniquement de son propre point de vue. Adopter le point de vue de quelqu'un d'autre est donc un acte difficile. D'autant plus quand ce point de vue est opposé au nôtre. La tentative du scénario d'Avatar est donc difficile mais louable. Il s'agit d'utiliser les outils du cinéma pour amener de manière inconsciente le spectateur à adopter un point de vue auquel il n'aurait pas adhéré en temps normal. En général, c'est utilisé de manière à amener à comprendre une personne en faiblesse, une minorité opprimée, etc. Des personnes en marge, quelles que soient les raisons, qu'elles soient incomprises, mal comprises, voire même qu'elles ne soient pas défendues du tout. Mais ça peut être utilisé de manière plus maligne, comme dans le film The Constant Gardener de Fernando Meirelles, où on épouse le point de vue d'un Européen qui ne se sent pas concerné par les problèmes du monde, alors qu'il est diplomate chargé des affaires internationales, jusqu'au jour où il rencontre Tess, qui, elle, est très engagée sur ces sujets. L'amour est présenté ici comme une inversion de point de vue, un acte suprême d'empathie. Mais je digresse, je vous en parlerai dans une autre vidéo de toute façon. L'inversion de point de vue, et encore plus la possibilité de provoquer l'empathie, sont des outils puissants de cinéma. James Cameron en a conscience, et Avatar aurait pu être un exemple impressionnant de cet effet. Mais comme je le disais, le film n'y arrive pas. Et du coup, il est démonstratif sur son fond, et grossier dans son discours. Mais je sens que vous n'êtes pas convaincu là. Vous dites que vous avez appris comme Jake à aimer les Na'vi, et que comme lui au départ, vous vouliez pas d'eux. Ok. Imaginons que les Na'vi aient toujours les mêmes principes, toujours les mêmes, mais qu'ils aient ressemblé à ça. Et ben alors... Ils ont les mêmes valeurs, et tout. Les cafards sont en parfaite adéquation avec la nature, Ce sont des créatures robustes, qui s'adaptent à tous les climats, et qui apparaissent dès que la poussière apparaît. C'est-à-dire la forme fondamentale du chaos de la nature, quoi. Ils sont donc en communion avec la nature. Mais là, vous avez plus envie de leur ressembler, non? Ou au moins, cela vous attire moins, c'est compréhensible. Ils sont différents de nous, là où les Na'vi sont une amélioration physique de nous. C'est quand même pas la même chose. Avec les extraterrestres du film District 9, il nous aurait fallu un véritable effort pour adhérer, comprendre, apprécier de tels Na'vi. Tout comme il aurait fallu de véritables efforts au film pour faire naître l'empathie chez nous envers eux. Mais à ce prix, le film aurait réellement franchi la frontière de l'empathie, celle qui mène à autrui, à son point de vue, opposé au nôtre. Mais non, Avatar a choisi de ne pas y aller. James Cameron a même choisi de leur donner des attributs particulièrement sexy. Ils sont naturellement plus grands que nous, ce sont des bipèdes avec des corps de dieux grecs, ou plutôt d'Égypte.
De plus, il n'y a que des navis maigres, hein. Des navis obèses ou des plus larges, bien sûr, il n'y en a pas un seul. Ils peuvent entrer en contact psychique avec la nature et les animaux. N'est-ce pas un rêve pour tout le monde quand même? Comprendre intimement la nature et autrui. Et en plus, ils ont des visages de type félin. Autrement dit, ils sont kawaii, ils sont mignons. Mais classe à la fois, attention. Le film les rend mignons en plus d'être forts et intelligents dans le sens le plus sensible que nous. Comment peut-on une seconde adhérer au point de vue de Jake avec les navis en face? Quaritch, le fauteuil roulant. Y'a que ça de vrai. Avatar, c'était un film bourré de bonnes intentions. Aider à l'empathie, c'est une cause qui est noble et belle. Vraiment, hein. Je fais plus qu'essayer de te comprendre, j'essaie de voir les choses de ton point de vue, à travers tes yeux. Mais pour que l'effort d'empathie soit réel, il faut aussi ressentir l'autre comme différent de soi. Et différent dans le sens de repoussant de prime abord, c'est encore mieux en termes d'effort empathique. Si on a envie de ressembler à l'autre, l'effort d'empathie il est forcément moindre. Il nous apprend moins de choses, il perd de l'intérêt quoi. Il peut même donner l'impression d'être artificiel. Et c'est ça que je reproche à Avatar, de ne pas être allé au bout de son idée de départ, surtout avec les extraordinaires moyens techniques qui avaient été réunis pour sa création. Je fais une parenthèse ici. Mais comme je manque sérieusement de synthèse et que je fais des parenthèses très souvent, on va établir une règle. À partir de maintenant, quand j'ouvrirai une parenthèse, je mettrai ma voix en accéléré. En accéléré, en accéléré, en accéléré. Donc, oui, on peut être plus dur avec un film qui a bénéficié de beaucoup de moyens. C'est normal quand un film a été très bien financé, de lui demander plus qu'un petit divertissement ou une fable à la Pocahontas. Les moyens donnent le temps d'écriture et la réflexion en plus que le projet plus modeste n'a quasiment jamais. C'est notamment pour ça qu'un film à gros budget se doit d'avoir des ambitions élevées artistiquement. Sinon pourquoi réunir autant de moyens? Autant faire la même chose pour moins cher. C'est pour ça notamment aussi que je ne peux pas adhérer au discours qui défend des réalisateurs comme Michael Bay par exemple, en disant non mais c'est normal que ce soit con, hein, il fait du divertissement et il sait bien le faire. Bon, alors déjà, s'il a besoin de beaucoup d'argent pour faire des films bêtes, est-ce qu'il est si bon que ça? Et de deux, pourquoi a-t-il besoin de gros budgets si son ambition se résume à des scénarios cons ou et risibles? C'est si difficile de faire pareil pour moins cher. Je ne sais pas, mais ça me donne le droit d'être plus dur sur un film con mais cher qu'un film con mais moins cher. Attention, hein, je ne dis pas que l'argent assure la qualité supérieure d'une œuvre. Ce que je dis, c'est que plus il y a d'argent, plus on devrait prendre de risques artistiques, tenter des choses novatrices, tenter de raconter des choses complexes et singulières, parce que l'argent peut donner le temps et les moyens d'aller plus loin. Avec beaucoup d'argent, on peut faire une grosse explosion bien grande et tout ça plus grande que le film précédent. Mais franchement, est-ce que ça a le moindre intérêt ça? D'ailleurs, l'évolution spectaculaire des effets spéciaux permet des effets de plus en plus spectaculaires et vraisemblables, pour moins cher en plus. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que quand un Pékin de mon genre pourra faire des créatures en images de synthèse vraisemblables, est-ce que ce sera encore intéressant de relever la vraisemblance des créatures en images de synthèse comme une qualité artistique? Bien sûr que non. Et qui plus est, un réalisateur qui demande plusieurs millions de dollars pour un film, mais qui ensuite te dit que c'est juste pour faire un film modeste, sympa, franchement il est pas malhonnête un peu. Si on cherche autant de moyens financiers, c'est pour faire le film le plus impressionnant, puissant, le plus tout qu'on ait jamais fait, n'est-ce pas? Encore une fois, l'argent garantit pas le résultat artistique, mais quand on cherche autant d'argent, c'est que les ambitions artistiques sont élevées, évidemment, à moins d'être hypocrite ou de se mentir à soi-même. La technique c'est important, hein, et c'est important de chercher à la pousser plus loin quand on s'en est donné les moyens. Mais elle sera jamais qu'un élément qui participe à l'efficacité d'une forme artistique globale, et ce quelle qu'elle soit. L'argent en profusion qui apporte des nouveautés techniques, c'est un minimum. Et chercher à rentabiliser un investissement est compréhensible. Mais selon moi, l'argent doit permettre en plus, et surtout, le risque artistique. Une idée poussée jusqu'à son terme. Quitte à prendre le public, à rebrousse-poil, quitte à le perdre. Je ferme la parenthèse, je ferme la parenthèse, je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Donc oui, je serais moins dur avec Avatar s'il n'avait pas disposé de 247 millions de dollars de budget. Et ça, rien que pour la production. Et en plus, si c'était pas James Cameron à la réalisation. Parce que oui, le budget permet d'être exigeant sur le résultat artistique, mais la filmographie du réalisateur aussi. Hein. Et il se trouve que James Cameron a fait du lourd, vous le savez certainement. Je citerai juste Terminator 1 et 2, ou encore Abyss par exemple. C'est des films bien écrits, tendus, avec des effets spéciaux novateurs et bien équilibrés, même si, évidemment, ils ont un peu vieilli. Je préfère citer ces deux exemples que Aliens, que je trouve juste sympa, mais pas terrible en termes de scénario, et Titanic, que j'ai envie de dire que le film passe à côté de son sujet, quoi. Ces deux exemples sont intéressants, hein, nonobstant, parce qu'ils montrent que c'est un problème récurrent dans la filmographie de Cameron. Des projets gargantuesques au niveau technique, et qui ne sont pas toujours à la hauteur en termes de sens, malgré les ambitions gargantuesques qui sont à la genèse du projet. C'est un peu la marque de fabrique de James Cameron, de toute façon. Dans le cas d'Avatar, James Cameron a affirmé que les navis étaient dans leur forme une amélioration de l'humain, l'expression de notre moi intérieur, c'est-à-dire un être plus moral, plus équilibré, plus juste. Et ça, c'est une belle idée, hein. Mais encore une fois, la forme du scénario s'y oppose, quoi. Je ne reviens pas sur Jake et son amour de l'humanité selon Quaritch, mais je vais prendre un exemple. Quand les colons blancs ont rencontré des personnes de couleur noire pour la première fois, ils ont eu peur. Ils n'étaient pas seulement différents pour les colons, ils étaient repoussants. Ils représentaient même pour certains colons ce qu'ils pouvaient imaginer de pire. Et en plus, la sensation était partagée des deux côtés. Il y avait des noirs pour qui
Le colon blanc, c'était une forme de maléfice, de mal, de ce qu'il pouvait imaginer de pire aussi. Et ça, il faut bien me comprendre. Dans la volonté du scénario d'Avatar, c'est le cas. Comme l'exemplifient les attitudes de Quaritch et de Tsu'tey par exemple chez les Na'vi, entre autres. Les Na'vi rejettent autant les humains que les humains du film rejettent les Na'vi. J'imagine que vous me voyez venir. On n'est vraiment pas en tant que spectateur en adéquation avec, justement, les humains du film. Nous, on n'a rien contre les Na'vi, on veut même leur ressembler, alors que les Na'vi du film rejettent tous les humains de manière unilatérale. Et là, j'ai envie de dire, selon la volonté de James Cameron, ils n'étaient pas supposés être plus évolués que nous. Des êtres plus évolués devraient faire mieux que nous, et aller au-delà de leur sensation de rejet, non? Les Na'vi ont en fait très peu de choses que l'on peut considérer comme une évolution de l'humain. Les qualifier d'évolution de l'humanité me semble un peu exagéré. Peut-être à part physiquement, comme je le disais avant, mais en termes de principe, de morale, je trouve pas que ce soit le cas. Et en plus, le scénario, qui est maladroit sur la notion d'empathie, ça n'arrange rien, hein. Bien au contraire. C'est comme ça que ça marche. Quand un peuple est assis sur quelque chose qu'on convoite, on en fait un ennemi. Avatar, c'était un beau projet avec des intentions louables. Mais la technique fait pas tout. Il y a le sens aussi. Dommage, monsieur Cameron. Ça, c'est ce que je pensais d'Avatar. Et puis, j'ai ouvert les yeux. Pour revoir le film. C'était plus simple. Ça faisait 8 ans que je l'avais pas vu, et pour le bien de cette analyse, je me suis dit qu'il fallait quand même que je le revoie attentivement, quoi. Et là, je suis obligé de nuancer mon analyse. Je pourrais continuer à voir Avatar comme un film qui se contredit entre ses volontés narratives et ses choix plastiques, ratant assez lamentablement sa cible. Mais ce serait ignorer la maîtrise de mise en scène de Cameron et les vrais envolées que le film fait ressentir, je trouve. Dans mon pitch, pas du tout caricatural, j'ai pas insisté sur l'initiation de Jake au mode de vie Na'vi. Pourtant, la construction des séquences et l'envol émotionnel qu'elle provoque est la grande réussite d'Avatar. Et c'est à mon avis l'élément numéro 1 qui fait revenir les gens vers ce film. Le travail sur la culture Na'vi, la faune et la flore de Pandora a été juste phénoménal. Les départements de décor et de conception ont été séparés pendant la production entre deux sociétés d'effets spéciaux. L'une travaillait sur les humains et la base, l'autre travaillait sur les Na'vi et Pandora. Et alors là, soyons clairs, l'équipe qui a travaillé sur Pandora a accouché de l'un des mondes les plus fouillés et complexes qu'il ait été donné de voir au cinéma. La seule comparaison que j'ai en tête, c'est genre Le Seigneur des Anneaux, modestement, en termes de création de monde. Le département qui a travaillé sur la partie humaine a fait du bon boulot aussi, mais c'est beaucoup plus générique. Pandora, c'est juste une invention, c'est juste dingue, quoi. Et l'initiation de Jake en bénéficie, mais genre au maximum. Que ce soit lors de sa fuite face au Ank'Tik, au Palulukan, ou son émerveillement face au lézard éventail, ou à toutes les plantes lumineuses, la magie fonctionne sans arrêt. La planète Pandora grouille de vie, d'énergie, elle existe. Le pinacle de cette initiation étant bien sûr l'envol sur les Ikrans. La sensation de libération après avoir subi un entraînement difficile, d'être accepté par un mode de vie différent, est vraiment jouissive. C'est un grand moment de cinéma, émotionnel et cathartique. Et les valeurs inculquées par Neytiri et Ajak durant cette première partie fonctionnent parfaitement, comme l'adaptation à la nature, mélange de force, de souplesse, ou encore dans le rapport à la mort que Jake fait d'abord comme un robot, avant de vraiment comprendre ce que ça veut dire. Je fais une petite parenthèse ici, parce que c'est probablement la séquence la plus originale du film, et la plus profonde selon moi, car elle s'oppose avec poésie et finesse à nos rites funéraires à nous, qui consistent notamment à cacher la mort, comme ça par exemple. D'ailleurs, c'est une scène qui trouve tout son sens que dans la version longue du film, et la demande de Tsu'tey à Jake de l'achever. Le mythe Na'vi de Toruk Makto est ici incarné avec finesse et prend une profondeur que la version cinéma ne proposait pas. En endossant, gagnant le rôle de Toruk Makto, Jake prend aussi le rôle de celui qui doit être capable de donner la mort. Non pas celle de la guerre, mais bien celle de l'euthanasie. Ça marque émotionnellement le film d'un rapport beaucoup plus complexe à la mort. Les Na'vi ont une peur de mourir, mais la vie est tout de même considérée comme un prêt qu'il faut savoir rendre. Ok, c'est un peu Bab New Age tout ça, mais c'est surtout bien servi cinématographiquement. Ça fonctionne émotionnellement. Et c'est un rapport à la mort que je trouve juste, personnellement. J'ai passé la première partie de l'analyse à diminuer l'importance de la technique au cinéma, et à pointer la contradiction entre la volonté du scénario et la forme des Na'vi notamment. Cependant, la forme des Na'vi n'est pas une entrave à la partie sur l'initiation de Jake. Et surtout, la technique de motion scanning, améliorée pour le film et appelée couramment la performance capture, donne à Avatar son atout technique numéro 1. Les Na'vi ne sont pas crédibles, ils existent.
Ce film est sorti il y a 8 ans, en échelle de temps de technique de cinéma actuelle, c'est genre énorme, et il y a rien à faire, les navis sont crédibles, mais dès la première image, quoi. C'est un travail de 5 ans mené par James Cameron et une équipe de techniciens hyper talentueux. Ils ont bossé d'arrache-pied en développant de nouvelles techniques pour encore augmenter la qualité de résultat de la performance capture, qui à l'époque commençait un peu à végéter. La critique la plus récurrente qu'on lui faisait, notamment, ça concernait la froideur des regards des personnages. Et il faut admettre que c'était plutôt vrai selon les films, même quand le film était très très bon. Est-ce-tu celui qu'on nomme Beowulf? Alors par contre, dans Avatar, impossible de pas sentir les émotions dans chacun des regards et dans les moindres émotions fines des visages. Faut rendre crédit à James Cameron, qui avait écrit ce scénario en 1994, et mon dieu, ça se sent, mais qui avait quand même, après 3 ans, à pré-produire le projet, il avait mis le projet en suspens parce qu'il estimait que la technique de l'époque était pas au niveau de ses ambitions. Alors déjà, c'était très malin car il avait raison, mais en plus, faut en avoir sacrément dans le pantalon pour attendre plusieurs années sur un projet auquel tu tiens, en pariant sur le fait que la technique évoluera assez vite pour que tu puisses le faire genre 10 ans après. Alors oui, il avait bossé sur les premières images de synthèse photoréaliste sur Terminator 2, mais quand même, franchement, en 10 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Tu peux te ruiner, tu peux mourir, il y a même Trump qui peut être élu. Bref. Chapeau à la clairvoyance et la ténacité, c'est vraiment une très très belle histoire de cinéma et c'est assez admirable, franchement. Nonobstant ce concert d'éloges, le film garde des problèmes qui l'empêchent d'être la métaphore complexe et dénonciatrice des travers de notre monde occidentalo-capitalisto-libéral qu'il voudrait être. En tout cas, c'est ce que je pense que, quelque part, James Cameron voulait dénoncer. Déjà, la contradiction de sens que je pointais au début, elle est toujours bel et bien là. On n'a pas de sensation de répulsion pour les navis. Jamais. Du coup, le message d'empathie, même s'il est plus secondaire dans la mise en scène que ce que je pensais, il reste très important en termes de sens. Et malheureusement, il fonctionne quasiment pas. Honnêtement, quand Jake est perdu face à la caméra, j'ai même l'impression qu'il est bête au bout d'un moment. Mais pourquoi il hésite? Sérieusement. Ah oui, d'accord, c'est à cause de lui. En plus, je l'avais pas souligné, mais au final, le meilleur Navi se révèle être un homme blanc. On est encore face au cliché de l'histoire du blanc qui s'impose comme le meilleur représentant d'une culture qui est pas celle des blancs. C'est un cliché qui est tenace et qui est très présent dans le cinéma américain, avec par exemple Le Dernier Samouraï ou plus récemment La Grande Muraille. Ça peut paraître anodin, mais c'est un cliché qui au fil du temps est devenu un archétype de cinéma, quoi. Et ça, au-delà d'être pauvre en termes d'idées narratives, c'est surtout insultant au bout d'un moment, quoi. Pour les cultures non blanches occidentales, mais encore plus pour l'intelligence du spectateur. Même si le public payant visé est le public blanc occidental biberonné aux héros blancs et blonds, ressortir ce archétypal héros, quand on a l'ambition de créer de l'empathie, franchement, c'était vraiment indispensable. Je vous laisse juger, mais pour moi, c'est non. Et ça devient lourd à force. Dans l'histoire originale du mythe, plus ou moins tiré de la vraie vie de la vraie Pocahontas, John Smith est un vieux, à la limite de se faire tuer, et Pocahontas le sauve pour créer une union entre les deux peuples. Dans l'histoire réelle, c'est plus compliqué que ça, mais grosso modo, elle avait quand même 12 ans. Aussi bien dans le premier mythe que dans l'histoire réelle. Loin de moi l'idée de dire qu'il faudrait adapter les histoires et les contes à la lettre. On peut faire dire tellement de choses questionnantes à une seule et même histoire en la transformant légèrement. Mais quitte à adapter, pourquoi enlever des éléments qui sont réellement forts et originaux? Pourquoi Pocahontas doit ressembler à Naomi Campbell déjà? Il y a que le top modèle qui fédère. Ou alors pourquoi Neytiri devrait être le personnage derrière Jake? Elle aurait pu aussi lui faire prendre conscience de son erreur et être celle qui cherche la paix entre les deux peuples. Cameron aurait eu quand même ses plans de guerre spectaculaires s'il les tenait tant, ça s'y opposait pas. Et là, imaginez que Neytiri, au lieu d'être le love interest de Jake, qu'elle ait eu 12 ans, quoi. Ok, l'héroïne gamine, c'est aussi un cliché, mais c'est un peu plus original dans un contexte aussi crédible et aborigène que celui de Pandora, non? Bref, il y avait tellement plus à écrire avec un tel univers et une armature de scénario de ce type. Encore une fois, la technique est allée beaucoup plus loin que le travail d'écriture. Ça arrive souvent à Hollywood, ou tout simplement quand on a beaucoup de moyens financiers. C'est dommage. Mais comme ça arrive souvent, c'est aussi un indice de la médiocrité qui gagne le cinéma mainstream de notre époque.
Par contre, en faisant cette vidéo, j'ai découvert une théorie très intéressante sur le film et j'aimerais la partager avec vous. Attention cependant, c'est du sans filet. J'espère avoir bien compris cette théorie, mais j'en suis pas certain. Donc si d'aventure je m'étais trompé, faites-le moi savoir. Cette théorie affirme que le film se base dans son écriture sur la théorie de la bicaméralité. En gros, la bicaméralité est inventée par Julian Jaynes dans les années 70, ou plutôt elle est découverte, et elle avance l'idée que l'esprit humain fonctionnait encore un peu avant JC, grosso modo, avec l'hémisphère gauche du cerveau qui donnait des ordres, à l'hémisphère droit qui obéissait. Alors je sais pas pourquoi Jaynes avait émis cette hypothèse, mais elle pose des questions intéressantes quand même. Par exemple, ne pourrions-nous pas faire tout ce que nous faisons chaque jour sans en avoir conscience ? En d'autres termes, la conscience de soi est-elle nécessaire à l'action ? Ou encore, les voix divines entendues dans les récits de cette époque n'étaient-ils pas venues du cerveau gauche vers le cerveau droit ? Autrement dit, les actions divines vers nous n'étaient-elles que les signes d'une absence de conscience ? Je vous laisse méditer là-dessus, si ça vous intéresse. En tout cas, dans Avatar, l'idée de Cameron aurait été de mener le personnage de Jake vers une réunion de ces deux hémisphères. Celui de l'ordre, à l'image des humains, et celui de l'instinct, à l'image des Na'vi. Vers une nouvelle forme d'humanité, plus complète, qui aurait trouvé un nouvel équilibre, une bicaméralité pacifique, en quelque sorte. Petite parenthèse. Je n'ai absolument pas trouvé ou compris cette théorie seule. C'est la chaîne YouTube de Monsieur Bobine qui m'a appris cette analyse d'Avatar. Je m'y attaque donc lâchement, mais je vous conseille de regarder les autres vidéos de la chaîne de Monsieur Bobine et celle d'Avatar. Elles sont très très intéressantes et ça vaut le coup. Je ferme la parenthèse. Donc, vu du prisme de la bicaméralité, le film tient debout. Jake n'est pas sceptique envers les Na'vi. Il est en déconnexion avec sa part instinctive, son hémisphère droit. Ou l'hémisphère gauche, je suis plus sûr honnêtement. Mais le film, encore une fois, vu sous le prisme de la bicaméralité, porte mieux l'aspect caricatural, voire archétypal des personnages. Quaritch, le militaire, le leader violent, Ribisi, le capitaliste sans scrupules, Tsute, le chef sauvage raciste, la mère de Neytiri, la grande prêtresse aux intuitions toujours justes. Ils sont archétypaux parce qu'ils représentent un hémisphère du cerveau, un aspect scindé de l'humanité, une demi-humanité. Et Neytiri, en ce sens, complète Jake et ne lui est pas secondaire. Jake est toujours au premier plan de l'histoire, mais même si Neytiri le refuse et le rejette au départ, c'est elle qui va admettre en premier ce qu'elle apprécie chez lui, admettre que l'autre hémisphère a ses bons aspects, comme l'orgueil, défaut qui mène souvent à la maladresse, mais qui est aussi charmant, et qui est aussi un signe de celui qui essaye d'apprendre vraiment. C'est elle aussi qui fait le plus gros effort du film. Jake a menti au point de devenir son amant, en quelque sorte, et son mensonge participe à la chute de l'arbre, et à la mort du père de Neytiri quand même. Mais Neytiri a la force de ne pas se noyer dans sa colère pour pardonner à Jake et laisser la place à son amour pour lui. Alors d'accord, c'est un peu rapide dans le film et un peu naïf, mais c'est cohérent selon le prisme de la bicaméralité. Jake parvient à sa nouvelle humanité par l'aide de Neytiri. Elle lui pardonne de n'avoir été qu'un hémisphère gauche, et ce faisant, elle le met en paix avec lui-même et se permet à elle-même aussi d'évoluer. C'est quelque chose de plus lisible dans la version longue, car on y apprend que la sœur de Neytiri a été tuée à l'école qu'avait créé Grace. Neytiri en ce sens fait un chemin plus dur que celui de Jake, et je serais pas étonné qu'elle porte un rôle plus important dans les éventuelles suites, en rejoignant et en dépassant même Jake dans cette nouvelle humanité, qui irait donc au-delà de sa propre violence. La boucle serait donc bouclée. Cependant, cette interprétation du film souffre malgré tout du côté archétypal de l'écriture des personnages symbolisant l'hémisphère des ordres et de l'ordre, c'est-à-dire les humains, comme Quaritch et Ribisi. Justifier l'écriture archétypale du film par le fait qu'il l'assume, c'est pas suffisant. Surtout émotionnellement. Je vais m'expliquer clairement. La crédibilité, ça se crée par une possibilité d'attachement émotionnel au personnage. Et c'est impossible avec Quaritch et Ribisi parce qu'ils n'existent pas au-delà de leur méchanceté, de leur vision raccourcie du monde. Je disais plutôt que le personnage de Ribisi avait une certaine nuance puisqu'il disait frontalement ce qu'il voulait. Mais malheureusement, le film ne va pas nous expliquer pourquoi il essaye à un moment donné de soutenir le projet Avatar plutôt que de leur rentrer dedans tout de suite. Il n'y a pas de réelle raison plus tangible que de simplement sentir qu'effectivement il aurait peut-être une certaine nuance. Mais c'est juste un indice émotionnel, on n'a rien de plus. Et je parle même pas de Quaritch. Et en fait, personne dans la vraie vie n'est aussi plat. Et dans un film, cette platitude, elle se ressent. C'est dommage parce que ça bloque réellement, ça handicape vraiment le texte et les émotions du film. Et au final, c'est comme si qu'il n'y avait que l'hémisphère gauche, celui de l'instinct, qui s'exprimerait à la manière de l'hémisphère droit, celui de l'autorité.
Je vais enfoncer une porte ouverte, mais caricaturer l'autre, c'est se caricaturer soi-même. Il aurait peut-être fallu donner des backgrounds plus denses à ces deux méchants simplistes pour permettre une part d'empathie, et ce, même si on n'est pas d'accord avec eux. Ça aurait permis, à mon sens, que la lecture du film par le prisme de la bicaméralité soit plus évidente, parce qu'elle aurait été composée à mener de manière plus fine. Ce n'est pas parce que des personnages ont un rôle archétypal dans la construction de la narration que leur histoire personnelle doit être aussi archétypale. On peut avoir une idée à défendre, des émotions à proposer qui passeraient par des outils archétypaux, mais il me semble qu'il vaut mieux que les personnages d'un film ne le soient pas, sous peine de diminuer drastiquement la portée émotionnelle du film. Bon, essayons de synthétiser, même si je dois admettre que c'est pas mon point fort. James Cameron, c'est juste un artisan d'exception. C'est un réalisateur qui relève du génie, c'est un avant-gardiste concernant la technologie du cinéma. C'est simple, depuis Abyss en 1989, il en a sorti des films à grand spectacle juste impressionnants. Mais malheureusement, James Cameron, je trouve que c'est aussi le symbole d'un Hollywood où l'artisanat du spectaculaire côtoie des clichés narratifs souvent handicapants, et qui au final accouche d'images extraordinaires pour des narrations simples, voire simplistes, et des idées de fond, souvent embarrassantes, quoi. En imageant, ce serait comme tirer avec un lance-missile nucléaire et rater sa cible. Je pense pas qu'Avatar aurait eu besoin de beaucoup pour être le nouveau 2001, l'Odyssée de l'espace. Il a déjà marqué l'histoire du cinéma rien qu'avec la création des navis. Mais pour prétendre être le classique qu'il aurait dû être, le sens est vraiment primordial. C'est pour ça que j'avais envie de faire une vidéo sur ce film aussi. Le sens. Cette conjonction d'équilibre entre la forme du film et son propos, c'est ce qui fait qu'un film dépasse dans le temps son prix, ses avancées technologiques et les marques de son époque pour aller au-delà, devenir une œuvre qui questionnera des choses fondamentales longtemps. James Cameron, faut vraiment m'entendre, c'est un grand cinéaste. C'est un mec qui s'est raconté par le cinéma et il a au moins un chef-d'œuvre dans sa carrière, au minimum. Mais pour moi, Avatar, ça restera un regret. C'est un film qui aurait pu être immense, et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais envie de faire une vidéo dessus, mais qui pour des raisons, je pense, de mauvaise priorité, je pense que dans la pré-production du film notamment, ils ont vraiment trop donné d'importance à la technique avant l'écriture. Au final, on se retrouve avec un film qui privilégie les clichés à la réelle singularité et à un scénario bien écrit et qui va au bout de son propos. J'ai parlé de quelques-uns des aspects ratés ou mal écrit du scénario dans cette vidéo. Mais pour enfoncer le clou, je pourrais ajouter l'idée du personnage principal. C'est un Marines bas du front et frustré, qui est forcé de côtoyer un mode de vie qui lui est totalement étranger, et qui leur est dénigré par le passé, afin qu'il découvre naïvement son erreur, et change totalement de point de vue sur la vie et les gens. L'idée est intéressante, mais elle rencontre toujours le même problème. Les soldats, ou tout simplement les personnes ayant des valeurs protectionnistes ou expansionnistes, ne sont pas aussi simplistes. Ils peuvent, et ils ont souvent des idées fortes et concrètes qui soutiennent leur défense d'un système politique fort, muni de puissantes forces armées, pour résumer très grossièrement leurs pensées. Par exemple, au hasard, le besoin de se sécuriser en défendant l'expansion de son mode de société, ou encore le besoin de liberté maximale, en créant un système qui permet au maximum de personnes de choisir le mode de vie qui leur convient, même si des modes de vie peuvent être très opposés, et avec une intervention minimale de l'État. Bref, les idées libérales, pour résumer, sont tout sauf simpliste et naïve. Et c'est un garçon pas du tout, entre guillemets, à droite qui vous le dit. Le problème reste toujours le même. Quitte à prendre quelqu'un du camp opposé à ses idées, pourquoi prendre une personne naïve, voire bête ? C'est trop facile de retourner une telle personne. Et surtout, encore une fois, utiliser un tel procédé narratif, ça revient à dénigrer, diminuer la pertinence de ce que l'on essaye de défendre. Et à mon sens, c'est ce que Avatar fait beaucoup trop fortement durant tout le film. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous garde encore quelques secondes pour vous dire que je vous mets en lien les vidéos d'autres créateurs sur Avatar. Regardez-les. Avoir plusieurs avis, c'est beaucoup mieux. Et de toute façon, comme vous avez pu le comprendre dans cette vidéo, j'ai pas un avis tranché. Ce qui m'intéresse, c'est de vous amener de la nuance et du questionnement. Tout comme moi, ce film m'a questionné et m'a donné à réfléchir. Et en plus, j'ai découvert après avoir écrit cette vidéo qu'il y avait un Américain qui avait fait une vidéo très très proche de la mienne. Il y a le même exemple sur les navis et les aliens de District 9, je vous conseille de la regarder. Elle est pas mal du tout cette vidéo aussi. Comme quoi, les idées, on est rarement le seul à les avoir.
Et j'ajoute aussi l'analyse très intéressante de la chaîne de Monsieur Bobine, parce qu'encore une fois, je vous encourage à découvrir sa chaîne, ils font vraiment un travail absolument passionnant, et c'est un point de vue qui en plus est opposé au mien, ce qui est encore plus intéressant. Je vous souhaite un bon visionnage les amis, et puis je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Après le film. Salut!